Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un roman historique vraiment impressionnant. Les Heures indociles de Éric Marchal aux éditions Anne Carrière. Éric Marchal est né en 1963 à Metz. Il vit maintenant à Vittel. Son premier roman, Influenza, les ombres du ciel, Les lumières de Gênes, Le soleil sous la soie, là où rêvent les étoiles, et Les Heures indociles, ce que je vais vous présenter maintenant. Les Heures indociles de Éric Marchal. Londres, 1908. Un siècle qui débute. Les inégalités sont telles que de partout, les coutures craquent, les murs se fissurent et menacent de s'effondrer. Comme d'habitude, les politiques ne comprennent rien à ce qui arrive et ne répondent qu'avec la répression. Ceux qui possèdent les richesses sont prêts à tout pour garder leurs privilèges, même à préparer des mouvements qui déclencheront deux guerres mondiales et marqueront la fin d'un siècle. Dans cette histoire, trois personnages centraux vont se rencontrer et marquer leur époque. Olympe Lowell est l'une de ces guerrières comme il n'en existe peu. Elle s'engage dans la lutte pour les femmes et leur droit de vote. Elle se donne entièrement, sans concession, sans hésitation. Comment un pays qui se targue d'être brillant peut priver de ses droits la moitié de sa population? Les femmes n'ont aucun droit, ne possèdent rien. Elles ne quittent leur père que pour être données à leur époux, qui, par la même occasion, récupère leur argent. Les femmes ne peuvent rien posséder, à part faire des enfants et sourire en société. Elles n'existent pas. Qu'importe les milieux, qu'importe le niveau d'éducation, aucune femme n'a le droit de porter son avis. Le mouvement des suffragettes prend de l'ampleur et est réprimé par la force. Derrière chaque femme, chaque épouse, une suffragette peut se cacher et influer sur des puissants. Derrière chaque homme, il existe une femme. L'un de ces hommes politiques de premier plan l'a compris. Les élections vont avoir lieu. Il va falloir être fin stratège pour l'emporter. Il demande à son second de l'aider. Il le surnomme l'apôtre. Olympe Lowell n'hésite devant rien ni personne. Au service de la cause, elle suit leur figure de proue, Emmeline Pankhurst. Cette femme politique crée en 1903 le WSPU, Women's Social and Political Union. Le groupe se compose uniquement de femmes dédiées aux actes et non aux paroles. Ce groupe se veut indépendant des autres groupes politiques et devient connu pour ses affrontements avec les forces de l'ordre pour avoir enfoncé des portes et lâché des tuiles sur des verrières. Plusieurs des suffragettes seront incarcérées. Devant leurs habitudes de faire des grèves de la faim pour se déclarer comme prisonnières politiques, elles furent gavées de force. Thomas Bellamy est un médecin à l'hôpital Saint-Bartholomew, le plus vieil établissement de Londres. Il est anamite et travaille au service des urgences. Il dirige un département de médecine non conventionnelle dans le but d'unifier les pratiques occidentales et asiatiques. Ses résultats sont tellement spectaculaires qu'il fait des jaloux. Mais il ne fait pas que cela. Il se dévoue à tous les pauvres, les sans-grades, ceux qui n'ont même pas la force ou le temps d'aller à l'hôpital. Il arpente le quartier de Whitechapel. Il va être suivi par un jeune interne, Reginald Jessup, qui est fasciné par ses connaissances et sa manière d'aborder la médecine. Il va vouloir tout apprendre de lui. Si Thomas Bellamy peut travailler sans problème, c'est qu'il est couvert par Raymond Erdington, médaille d'or d'aviron aux Jeux Olympiques d'été en 1908. Il prend la lumière et réussit à trouver des donateurs pour refaire un service des urgences flambant neuf avec les dernières technologies. C'est lui qui a fait venir son ami Thomas. Leur amitié est solide. Ils sont comme deux faces d'une même médaille. L'un prend la lumière pendant que l'autre travaille en silence et dans l'ombre. Quand Thomas rencontre Olympe, les étincelles crépitent. Deux personnalités fortes, engagées, l'une comme l'autre, dans une vie de dévouement, ils vont tenter de se comprendre. Le troisième personnage n'est pas des moindres. Horace de Vert-Col est le fou du roi. C'est aussi l'ami de Thomas Bellamy. Ils se sont rencontrés un peu par hasard. Thomas aime son esprit insolite et ses saillies intellectuelles. Il bouscule l'état d'esprit étroit de l'intelligentsia anglaise. Parfois, des rencontres improbables forment des amitiés solides. Horace va être le témoin privilégié de la rencontre entre Thomas Bellamy et Olympe Lowell. C'est aussi l'aristocrate britannique le plus incontrôlable qui existe. À l'abri du besoin, il s'ennuie ferme et veut laisser une trace derrière lui. On le sait capable de tout. Poète, mystificateur, il veut toujours aller plus loin, frapper plus fort. Son cerveau déborde d'idées toutes plus folles les unes que les autres. Son rêve, un gigantesque canular qui ridiculisera le plus de monde possible. Et justement, une idée folle vient de germer. Seulement, a-t-il vraiment mesuré les conséquences d'un tel acte
dans le climat social et politique de son pays. Peut-on ridiculiser les plus hautes instances sans entraîner un déchaînement de conséquences incontrôlables? Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? À travers trois personnages principaux très différents, Eric Marshall nous transporte dans une époque passionnante et nous raconte des combats peu connus. Avec Olympe Lowell, on découvre la lutte des femmes pour obtenir le droit de vote et la répression abominable qu'elles ont subie. Avec Thomas Bellamy, on découvre une médecine qui commence à chercher les premières découvertes scientifiques. L'association de la médecine occidentale et asiatique donne des résultats impressionnants. Malgré tout, ceux qui gardent le fort restent sceptiques parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Par la même occasion, Thomas Bellamy est métissé. L'auteur montre bien à quel point il est difficile d'être accepté d'un côté comme de l'autre. Les urgences d'un hôpital sont aussi le reflet d'une société. Par les malades que l'on rencontre, on fait connaissance de toutes les strates de la société du moment. Horace de Vercol est aussi un représentant d'une société qui s'effondre. À force de rester dans son jus, ceux qui gardent le pouvoir s'ennuient et sont prêts à tous les excès pour exister. Malgré tout, il nous fait entrer dans un monde atypique, complètement renfermé sur lui-même et ses acquis. C'est aussi ce milieu qui laissa sa population crever de faim et de désespoir. Le désespoir entraîne les excès en tout genre. On a voté pour tout, pourquoi ne pas essayer le pire, histoire de voir ce qui va arriver? Un roman particulièrement bien travaillé, une histoire parfaitement présentée et une plongée vertigineuse dans un monde des années 1900, on y croit parfaitement. Par contre, il faut arrêter avec cette sale habitude de comparer chaque bon roman historique avec les pays de la Terre. Il ne faut pas oublier que l'auteur Ken Follett vient du roman d'espionnage et du thriller. Il sait comment il doit mettre du swing ou des rebondissements dans sa narration qui prennent le lecteur par surprise et qui attisent le feu. C'est un peu le point faible d'Eric Marshall que j'avais remarqué dans Le Soleil sous la soie. Des histoires très travaillées et une reconstitution parfaite. Des personnages très intéressants et un mélange d'individus ayant existé avec des personnages fictifs parfaitement mis en place et réalistes. Il manque des moments plus péchus et des situations plus piquantes, des scènes plus spectaculaires, des histoires plus romanesques qui entraîneraient plus d'action. Certains passages du livre sont un peu lents. C'est un bon roman historique, mais pas un coup de cœur. Un bon roman à lire, à découvrir, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis, à bientôt, salut. Les heures indociles de Eric Marshall aux éditions Anne Carrière.